Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite table ronde autour du platform engineering. On va parler de pas mal de sujets, que ça soit de l'organisation, les défis techniques, la sécurité, l'aspect FinOps et ce genre de choses. Pour ce faire, du coup, on a une petite brochette d'invités, voilà, super intéressant. On va faire un petit tour de table. Je vais les présenter très brièvement, comme ça on rentre directement un petit peu au cœur du sujet. Jérôme nous a rejoint. En premier, on a le plaisir d'avoir Yann, CTO côté Socube. Bonjour. En tout cas, un petit plus pour l'organisation, merci encore. C'était cool. On a Jérôme qui vient tout juste de nous rejoindre. Alors, je ne sais pas si son micro marche. Il vient de broyer nos oreilles. Ouais. Salut Jérôme. Alors, ton micro, Jérôme, et on entend beaucoup de parasites. Et pas beaucoup de ta voix. Voilà. On n'entend que les parasites, en fait. Ouais, je vais continuer. Il y a Arnaud, côté Doctolic et Engineering Manager. Bonjour. Guillaume, côté Google, Customer Engineer. Bonjour à tous. Clément, qui est Head of Opération côté ADO, et moi, Cloud Native Security Leader dans la société Point Base. Je vous propose qu'on commence voilà, dans le vif du sujet directement. Voilà. La première question que j'ai envie de poser un petit peu à toi, Yann, ou toi, Guillaume, c'est... alors moi, j'entends depuis des années, on parle de beaucoup d'enjeux, on parle de la philosophie DevOps, des différents rôles, SRE, l'agilité, DevSecOps et ce genre de choses. Et pourquoi maintenant on parle de platform engineering? Qu'est-ce qu'on essaye de résoudre comme problème actuellement? Alors, si tu veux, Guillaume, je peux bien commencer. Ouais, moi, je trouve que voilà, on a vu avec les différents événements économiques, sanitaires, etc., que on a besoin de plus en plus d'accélérer nos flux. Il y a des enjeux de livraison de plus en plus rapide, de fiabilité aussi, de construction des produits, réduction des risques, aller plus vite mais avec moins de risques, et de gestion des coûts. Donc voilà, il y a de plus en plus de facteurs qui arrivent ensemble. Et puis bientôt, on va nous parler de réduction de carbone, et puis ça sera une contrainte. On devra faire avec ça dans nos IT. Et bah, les équipes de développement, et puis il y a eu le principe SRE de You Build It, You Run It, qui est top. Mais la manière dont on l'utilise et la manière dont on l'a mis en place avec du DevOps, fait qu'on arrive à certaines limitations quand il faut gérer une CI, qu'il faut gérer le binary management, qu'il faut gérer l'observabilité de ta plateforme, l'infrastructure, la plateforme Kubernetes, le delivery, la sécurité avec les vulnérabilités, l'identité, etc., le secret management. Bah, en fait, ça fait une charge qui est énorme pour les équipes aujourd'hui. Et on parle même de charge cognitive au niveau des équipes. En plus de gérer l'aspect développement de tout ça, il faut gérer aussi tous les aspects que j'ai évoqués. Et puis, voilà, il y a tous ces nouveaux enjeux maintenant à prendre en considération. Et c'est là que cette notion de platform engineering est arrivé, et qu'il est temps un peu de centraliser et de remettre en commun un certain nombre de fonctionnements au sein des organisations pour gagner sur tous ces aspects-là. On est un petit peu parti dans tous les sens, un peu trop de liberté, ce qui fait qu'il y a voilà, beaucoup de divergences en termes de sécurité, ce genre de choses. Je pense que tu avais un avis là-dessus, Guillaume? Ouais, je rejoins complètement Yann, hein. En fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir laisser les DevOps travailler efficacement. Et pour travailler efficacement, il faut qu'ils aient des outils qui soient efficaces et qui soient utilisables facilement et partageables facilement entre potentiellement des centaines, voire plus de DevOps. Et donc pour ça, en fait, il faut essayer de migrer de plus en plus vers des principes qui sont le self-service
pour être sûr que finalement ce soit facilement utilisable. De l'abstraction, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir tous se transforment en experts sur toutes les API à utiliser ou tous les produits à utiliser. Et deux autres points qui sont importants, la partie platform as a product, qu'on verra peut-être un peu plus tard, dont on va discuter. Et puis, ce que j'appelle outcome driven capabilities. Donc, c'est finalement comment je peux fournir des services au niveau plateforme qui soient vraiment orientés vers le résultat à obtenir de ce que les DevOps vont vouloir utiliser. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'idée de collaboration entre les personnes qui vont s'occuper de la plateforme et les personnes qui vont les utiliser pour arriver à vraiment améliorer ce temps de déploiement des applications. C'est là que je rejoins complètement Yann. Et c'est vrai, juste pour rebondir, c'est vrai que quand on voit la multitude de produits dans le monde DevOps qui existent, dans le monde cloud, en fait, c'est des centaines de produits. Il y a des nouveautés qui arrivent tous les jours, il y a des nouvelles approches qui se mettent en place régulièrement. En fait, c'est être spécialisé sur tous ces éléments-là, c'est mission impossible. Donc vraiment, on commence à plus savoir au sein d'une équipe de développement comment il faut gérer ce genre d'aspect. Et peut-être juste de la recentralisation. Oui, je disais juste, peut-être pour la petite anecdote, au sein de Google, on dit aussi que finalement, ce qui a permis à Google et notamment aux équipes de produits d'innover de façon assez rapide, c'est que tous les produits Google reposent sur la même plateforme qui est utilisée par l'ensemble des équipes produits. Donc que ce soit pour la partie search, que ce soit pour la partie YouTube, que ce soit pour les équipes Android, finalement, ça repose sur une même plateforme en fait, qui est utilisé par des milliers, des dizaines de milliers de développeurs, finalement. C'est Borg, c'est ça? Oui, en partie. Okay. Que tu nous feras une présentation technique détaillée. C'est pas l'idée. Comment dire, c'est un petit peu le titre un petit peu de l'événement, hein, c'est comment vraiment considérer maintenant un petit peu les plateformes cloud ou au sens large en tant que produit. J'aimerais bien avoir l'avis un petit peu de Clément et d'Arnaud sur ce sujet. C'est comment vous définiriez la vision plateforme as a product, comment ça diffère des autres approches dans la construction de plateforme. Clément? Je commence, ok, parfait. Et Arnaud, tu pourras enchaîner. Et ben, moi, je suis ravi d'être là. Plusieurs points, mais déjà, effectivement, l'idée, c'est de considérer la plateforme, c'est un produit complet. Donc, en fait, plutôt que de penser à une simple collection d'outils ou d'éléments d'infrastructure, on va penser la chose comme un produit. Donc, ça introduit la notion de product manager sur des choses qui n'étaient pas forcément approchées comme ça, hein, c'est une notion d'infra. Et puis, on va mettre l'accent sur un utilisateur en particulier. J'ai un petit problème de courant. Je vais régler ça. Hop, hop. On va voir. Ça va me rester 2-3 minutes. Et puis, oui, donc en fait, on va se focaliser sur les développeurs en mettant l'accent sur la résolution de leurs problèmes et les aider à déployer leurs applications et les opérer et justement retirer une part de cette charge cognitive comme l'a expliqué Yann. Donc la valeur ajoutée, c'est effectivement d'offrir ces fonctionnalités essentielles et de répondre aux besoins des développeurs et du business. Donc la plateforme, elle peut répondre à des dimensions qui sont liées au business. Je sais pas, imaginons qu'on exploite cette plateforme dans le monde entier. Il y a des contraintes, voilà, il faut être dans certaines régions, il y a des contraintes de déploiement, enfin, et ça, c'est ce qui va façonner la plateforme, en plus de ses utilisateurs et de leurs besoins. Vraiment, le métier va aussi donner une dimension forte à la plateforme, si c'est une plateforme interne dans une grande organisation. Et la dernière, peut-être une des dernières choses, une plateforme, ça ne marche que s'il y a le bon niveau de support et que ça évolue de manière continue, parce que les besoins des développeurs sont changeants.
Et il peut y avoir des grands changements, des grands bouleversements. On est dans des systèmes complexes. On a parlé du Covid. Voilà, si tout d'un coup on se met à avoir un fort trafic, ben on va changer la façon dont on construit cette plateforme pour qu'elle puisse répondre aux nouveaux besoins du business et ou des développeurs, quoi. Voilà. Et puis la plateforme, elle est quand même là, et ça c'est peut-être la dernière chose, mais elle est là pour accélérer toujours le time to market. Donc c'était l'idée du mouvement DevOps. Il a été initié, effectivement ça a beaucoup divergé, mais on a redonné aux équipes de développement les moyens de développer eux-mêmes. La plateforme, elle a le même objectif qui est toujours d'accélérer effectivement les cycles de développement, quoi. Avec cette idée effectivement de recentraliser et de standardiser. Voilà. Arnaud? Donc aligné avec Clément, en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis l'émergence des SaaS, enfin des as a service de toutes sortes, depuis 15 ans maintenant, 15 ans au moins. Et puis, tout ce qui est DevOps, c'est vrai qu'on a donné la capacité aux équipes, donc c'est ce qu'on disait, enfin ce que tu disais Yann en introduction, mais on a donné la capacité aux équipes à avoir plus d'indépendance, là où il y a 15-20 ans, on leur disait, tiens, vous avez un serveur d'application et vous me faites juste une application qui tourne dedans. Aujourd'hui, on leur donne une plateforme clé en main qui va couvrir toute la partie infrastructure avec un catalogue qui effectivement peut être énorme, hein. Si on parle des IaaS classiques, Google, Amazon, etc., on voit tous le catalogue de services qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est donc nécessaire au sein d'une entreprise de canaliser et d'aider autant les équipes que possible pour justement utiliser au mieux la plateforme et ce qu'on leur fournit pour pas que ça devienne effectivement la jungle. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a ce besoin qui émerge, c'est d'accompagner effectivement les équipes tout en leur laissant, donc toujours à l'esprit DevOps, hein, toujours être dans un mode enablement, dans un mode on les aide, on est là pour faire qu'ils soient efficaces et leur donner un maximum d'autonomie, tout en respectant les contraintes de l'entreprise. Enfin, vous imaginez bien que dans une boîte comme Doctolib, en termes de sécurité, privacy, etc., on a un certain nombre de contraintes un peu à suivre. Donc, on ne peut pas laisser dire non, faut que tu me déploies n'importe quoi en prod. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est là de trouver ce juste milieu pour fournir un catalogue suffisamment riche, une plateforme assez riche avec de nombreux services que les développeurs et les équipes projet vont pouvoir utiliser, tout en restant dans un cadre qui correspond au cadre de l'entreprise, de ses attentes en termes de sécurité, etc. Donc, c'est vraiment ça qui a beaucoup changé, je pense, ces dernières années, et qui fait que donc ça devient un vrai produit dans le sens où il faut, et donc effectivement chez nous on a des product managers, etc., parce qu'il faut effectivement avoir une vraie vision, qu'est-ce qu'on va utiliser comme service dans chaque élément que tu as pu citer au début, hein, dans la partie CI, dans la partie gestion des artefacts, dans la partie infrastructure. On ne peut pas tout laisser tout accessible n'importe comment et dans n'importe quoi. Donc, il faut cadrer tout ça et donc comprendre les besoins, là où on est et là où on veut aller, etc. Tu as un exemple un petit peu, juste comme ça rapidement, chez Doctolib, d'un produit que vous mettez au service des développeurs qui permet de canaliser, mais quand même de développer plus vite et de livrer plus vite, en garantissant un Nous, niveau on de a. sécurité optimal? Alors, nous, en fonction des produits, etc., on a tout un. On bosse beaucoup justement sur le as a service pour les équipes. C'est des challenges qu'on est en train de relever ces dernières années. Mais bon, bien sûr, comme tout le monde, on a mis en place tout ce qui est infrastructure. Donc, on va reparler de Kubernetes et de ce genre de choses pour le déploiement. Après, effectivement, on a beaucoup de services clés en main, toute la partie crypto, encryption, sécurité. Voilà, c'est des services transverses qui sont fournis à disposition des équipes, etc. Voilà, donc on essaye de traiter. Pareil, après, on parle de tout ce qui va être orthogonal à l'infrastructure, hein, mais obligatoirement tout ce qui va être monitoring, tout ce qui va être. Voilà, toutes ces choses-là, on fait en sorte que les équipes soient libres de pouvoir utiliser tous les services qu'il faut pour monter une stack complète de bout en bout. Ok, je vais me tourner un petit peu vers Jérôme. Selon toi, quels sont vraiment les principaux un petit peu défis rencontrés techniquement quand on met en place ce genre de vision? Pour moi, les principaux défis, ils vont pas forcément être purement techniques, mais plutôt en termes de sélection des outils.
de choisir les bons outils, les bons workflows qui vont bien marcher. Par exemple, si jamais on savait à l'avance avec une boule de cristal, ce dont j'ai besoin pour mes équipes, c'est de déployer sur du Kubernetes avec Argo, et puis il y aura aussi un pipeline comme ci, etc. Mettre en place tout ça, finalement, c'est pas très difficile. C'est pas trivial non plus, mais je pense qu'entre tous les gens qui sont réunis autour de la table ici et puis nos contacts directs, je pense en 5 minutes, on va pouvoir trouver l'équipe capable de mettre en place cette solution. Par contre, choisir la bonne solution, ça demande de bien connaître à la fois les équipes, le métier, etc. Monter notre plateforme, est-ce qu'on va être en monorepo ou en une repo par service ou microservice? Est-ce que notre workflow de déploiement, c'est je pousse dans du Git ou est-ce que c'est autre chose? Et une fois que j'ai poussé dans du Git, en fait, est-ce qu'on push tout dans main, ou en fait, est-ce qu'on a des features branches dans tous les sens? Est-ce qu'on a une branche pour la prod? Est-ce que ça se met tout automatiquement en prod, ou est-ce qu'en fait, il y a quelque part un owner, un product manager ou quelqu'un qui va appuyer sur un gros bouton pour passer en prod, etc., etc. À mon humble avis, c'est ça les challenges aujourd'hui, et les réponses vont être différentes pour chaque équipe, et même pour chaque secteur d'activité, hein, comme le disait Arnaud. Doctolib, très grosse contrainte en termes de gestion des données. Ce ne sera pas la même chose pour une boîte ou une startup qui traiterait un autre type de données, qui serait à un autre stade, etc. Et donc qui n'aura peut-être pas les mêmes contraintes au niveau de sa plateforme et qui choisira peut-être d'investir, entre guillemets, de mettre ses points de stats dans une autre caractéristique au moment de monter la plateforme. Ok. C'est un petit peu, en fonction de la maturité de l'équipe qui va mettre en place. Voilà, faut choisir les bons outils aussi. Je ne sais pas si Arnaud, tu avais un point de vue là-dessus. Oui, enfin non, complètement aligné avec Jérôme, dans le sens où c'est pas la technique le problème, même si je ne nie pas, je dis pas que c'est simple comme Jérôme. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est les choix, faire les bons choix, et des choix qui évoluent aussi au fur et à mesure du temps, hein, parce que justement, une entreprise qui va peut-être démarrer avec un monorepo, un monolithe, etc., va peut-être évoluer vers des services, voire certaines, on a vu passer chez des microservices, etc. Donc, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, cette plateforme doit elle-même aussi s'adapter. Et clairement, les services qu'on va apporter, si on a une approche monolithe, monorepo, a rien à voir avec une approche qu'on va apporter si on est sur du multiservice avec des releases à loisir entre les services. Enfin, toutes les problématiques et ce que souligne Jérôme, parce que finalement, c'est toute la partie process de développement, process de QA. Donc, on aime beaucoup parler de dev, sec, QA, ops, je ne sais pas, il doit manquer d'autres dans la liste. Mais en fait, c'est tout ça qu'il faut prendre dans l'ensemble. Parce que voilà, les équipes doivent fournir un produit globalement qui répond à tous les critères que l'entreprise vise. Et il faut pouvoir répondre à tous ces besoins pour que justement, ils puissent le faire dans le cadre, voilà, soit d'un monolithe, soit d'un microservice, ou soit d'un service tout court. Ce n'est pas la même solution qu'on va apporter. Ok. Je vais me tourner un petit peu vers Clément. Quels sont, selon toi, un petit peu les défis opérationnels et managériels associés à la mise en place, voilà, de ce type de vision un petit peu plateforme as product? Est-ce qu'il y a une redéfinition des rôles? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a un redécoupage, plateforme, ingénieur, DevOps ingénieur, SRE? Comment on remet un peu tout ça en place? Une question aussi intéressante qui peut être posée, c'est est-ce que vous avez plusieurs équipes potentiellement de plateforme autour de la data, plateforme autour d'applications, on va dire, plus cloud native ou ce genre de choses? Comment ça se passe un petit peu chez toi, Clément? Tu es mute, Clément. Il était bien parti. Hein. Et je suis bien parti. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Je disais, il y a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes dans l'ordre, mais effectivement, les défis opérationnels et managériaux, nous dirons, ils sont nombreux. Je ne vais peut-être pas tous les lister, mais déjà, si on a un produit, effectivement, on a des utilisateurs, et nos utilisateurs, c'est des développeurs, et eux, ce qu'ils mettent à disposition, c'est des services, des monolithes. Enfin, on vient de parler un petit peu des décisions d'architecture qui peuvent avoir un impact sur le design de cette plateforme. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir gérer les cycles de vie de ce produit.
gérer les versions, pouvoir garder des versions disponibles pour voilà, être capable de faire les transformations, pas changer tout du jour au lendemain, puisque vous allez mettre en défaut tous vos développeurs, ils vont pas être contents. Donc, il faut savoir faire ses maintenances continues, les mises à jour, planifier, il y a de la coordination et avec des équipes qui sont multidisciplinaires. Alors, tu me disais, est-ce qu'il y a des changements? Effectivement, il va y avoir des nouveaux rôles. Il y a vraiment ce rôle de PM qui est important. Il peut y avoir des rôles proches de l'UX, puisqu'il va falloir comprendre ces utilisateurs et les interviewer et leur donner les fonctionnalités qu'ils attendent. Ça, on y reviendra peut-être un petit peu après. En tout cas, il y a cette collaboration-là interfonctionnelle, on va dire. Des fonctions UX, des fonctions produits, en plus des fonctions historiques, on va dire, de l'infrastructure. Hein. Des gens qui rackent sur du on-prem, des gens qui connaissent Kubernetes, des gens voilà, qui font du stockage. Voilà. Donc, tu me posais la question de comment c'est chez nous. Effectivement, chez nous, notre plateforme, elle est découpée en un certain nombre de domaines. Et ces domaines, ça correspond à des choses comme ce que je viens d'évoquer, la data, plutôt l'on-prem, plutôt le cloud moderne, ce genre de choses, le réseau, voilà. Et ces domaines-là, c'est tous ces domaines-là qui s'alignent pour créer finalement la plateforme. Il n'y a pas une du plateforme groupe. magique. Il n'y a bien pas ça. une plateforme, non, il n'y a pas de plateforme magique. Non, voilà, et puis il y a, qu'est-ce que je voulais dire? Un des défis aussi, c'est le défi dans n'importe quel projet informatique, mais c'est d'avoir de la qualité, une documentation à jour, parce qu'on va avoir des utilisateurs et on va leur créer un niveau d'abstraction. Donc ils ont quand même besoin de comprendre comment utiliser ce nouvel outil et peut-être même comprendre un petit peu ce qui se passe derrière, parce que ça intéresse. C'est des gens très curieux, les développeurs. Alors c'est dur de leur mettre un niveau d'abstraction, c'est toujours un peu dur pour eux. Et bien gérer donc ces versions, et puis et le dernier truc, et c'est peut-être les plus compliqués, du coup, c'est tout ce qui est adoption et promotion. Il faut que ce produit il plaise, et pour ça, et pour que ce soit utilisé, et que les gens arrêtent d'être dans leur silo avec ce qu'ils ont créé avec les DevOps, le DevOps, ou en tout cas les courants DevOps dans tous les pans de l'organisation. Voilà, il faut faire en sorte que ce soit adopté. Donc, ouais, campagne de Ça, sensibilisation, démo, formation, ouais, je sais pas, stimuler ça, prouver la valeur ajoutée de la plateforme, quoi. ok. Je dirais Et même toi, catalogue de services. Je dirais catalogue de services, ça reste important parce qu'effectivement, avec là où avant, effectivement, on avait tendance à centraliser et donc à faire en sorte que bah, voilà, les gens savaient naturellement quels étaient leurs voisins, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, en donnant plus de liberté aux équipes, en fournissant des services, bah, c'est important, ce que tu disais, hein, qu'ils découvrent, qu'ils apprennent et donc avoir cette capacité de savoir bah, qu'est-ce que j'ai de disponible, quels sont les services partagés. Tu mentionnais bah, la data, tout à l'heure je parlais du monitoring, etc. Bah, voilà, tout ça, il faut que ça soit correctement documenté et mis en avant dans une plateforme commune pour voilà, savoir ce qu'on a. Mais j'ai une question, moi, et là, on arrive vraiment un petit peu dans le cœur un peu du platform engineering et ce genre de choses, service des développeurs ou autres product team. C'est quel est le niveau d'abstraction et de service est optimal quand on fournit voilà, une plateforme aux développeurs, aux équipes produits? Comment on équilibre un petit peu la simplicité d'utilisation et l'accès, on va dire, direct aux technologies par les développeurs? Et surtout, là, du coup, quel est le rôle vraiment d'une internal developer platform? Comment ça s'intègre? Quel est le rôle vraiment? Parce que c'est pas si facile de mettre ça en place. Je ne sais pas si Yann peut commencer. Oui, Clément avec et plaisir. Arnaud après. Ouais, plaisir. Alors, c'est clair, on a évoqué le fait d'avoir une plateforme centralisée qui fournit un service SaaS, et puis bah, du coup, on abstrait au maximum. Mais je pense que le point important, c'est que cette plateforme, elle doit répondre aux besoins des équipes métiers, des streamline teams. Et puis, c'est là où on va commencer à parler d'IDP, d'Internal Developer Platform, et on va se focaliser sur la développeur experience. Et ça, c'est vraiment le changement majeur de cette approche plateforme IDP, c'est qu'on va vraiment essayer d'aller chercher le besoin de nos utilisateurs, et nos utilisateurs internes sont les équipes développement. Et on va leur fournir, on va essayer de comprendre leurs besoins, on va essayer de fournir un catalogue de services
qui est fortement influencé par ces besoins des équipes de développement. Du coup, Et on va tu voudrais dire que le niveau optimal d'abstraction des services, il est directement lié, en fait, il dépend des besoins spécifiques des utilisateurs ou de Et l'organisation. c'est exactement là, effectivement, Clément, où je veux en arriver. C'est qu'on ne va pas construire une plateforme générique qui répond comme on a eu l'habitude de faire, hein, de répondre à se dire on va prendre les meilleurs produits du marché et puis on va construire quelque chose qui correspond à le 80% de ce qu'on fait un peu partout. Et finalement, ça ne va pas répondre aux besoins de l'équipe en particulier. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que dans la manière de construire ce type de plateforme, on ne va pas faire une boîte noire. On va rendre les choses hyper visibles, hyper accessibles, hyper transparentes. Et donc, on va construire un niveau d'abstraction qui correspond aux besoins des équipes. Et le but de tout ça, pour moi, c'est de permettre d'atteindre un niveau d'autonomie des équipes, qu'elles puissent complètement gérer leurs besoins sans dépendre de l'équipe plateforme. Voilà, le but, c'est vraiment d'abstraire et de simplifier au maximum la complexité sous-jacente en apportant la flexibilité, la sécurité et la rapidité. Et donc, le niveau d'abstraction va dépendre un peu de ça. Et si on revient sur du plus concret de tout ça, ça veut dire que, par exemple, on va utiliser des produits d'infra as code avec du Terraform, Ansible, du Pulumi, etc., des produits de CI, etc. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener des best practices. L'équipe plateforme va faire ça, va amener des best practices au travers de templates. Et cette notion de template, elle arrive dans plein de produits différents, que ça soit dans nos produits de CI, nos produits d'infra as code, nos produits de CD. Voilà, ça existe à peu près sur tous les produits et ça va nous permettre de factoriser, d'homogénéiser, de fournir un niveau de sécurité qui répond aux besoins, tout en donnant le plus de contrôle possible aux équipes de développement. C'est exposer vraiment aux développeurs, aux équipes, uniquement ce qu'ils ont besoin ou un intérêt business à changer. Et le reste étant géré au niveau de la plateforme et de l'organisation, la sécurité sur des choses par les plateformes. Côté ADO, toi, c'est... Je dirais, ouais, effectivement, c'est sensible. Oui, vas-y, enfin, moi, je pense que ça me semble essentiel de trouver cet équilibre entre la simplicité d'utilisation, celle qu'on veut offrir, et ce niveau de contrôle direct qui n'existe pas s'il n'y a pas l'abstraction, quoi. Des contrôles directs des technologies sous-jacentes, quoi. Et pour participer à cet équilibre, et tu l'as dit, Yann, hein, mais je vais insister dessus, mais l'important, c'est la compréhension des besoins des utilisateurs. On ne peut pas créer une plateforme from scratch, voilà, en tech for tech, avec que des gens qui font que du réseau, et puis en fait, ils se posent pas la question des produits qui sont au-dessus et de comment ils vont travailler, quel type de fichiers on va envoyer. Enfin, il faut connaître aussi ça. Et c'est ce qui va faire l'adoption, j'en parlais tout à l'heure, la bonne plateforme qui répond aux bons besoins. Et voilà. Donc, on ne peut pas être dans sa tour d'ivoire et créer une plateforme sans se poser ces questions. Voilà. Ça passe par différentes choses qui existent déjà dans les produits digitaux et qui existaient dans le design industriel. Hein. C'est cette notion de user research. Et donc, on va passer par des personas, ce genre de choses, mais surtout des interviews, un protocole de questions, en s'adressant à différentes populations qui pourraient être consommatrices de cette plateforme. Et à partir de là, on va pouvoir shaper, ou en tout cas écrire les fonctionnalités qui sont réellement nécessaires et comprendre celles qui sont attendues par les utilisateurs. Plutôt que de leur offrir une interface qui ne répond pas à leurs besoins. C'est un peu ça. Si on fait un peu une petite image, c'est construire. Ça sert à rien de construire, on va dire, une Ferrari pour des devs qui n'ont pas le permis. Donc le bon niveau d'abstraction, il est lié, on l'a dit, aux besoins spécifiques des utilisateurs de l'organisation. Et la meilleure façon d'avoir le bon niveau d'abstraction, c'est de bien connaître ses utilisateurs. Okay. Toi, Arnaud, de ton côté? Si, complètement aligné avec tout ça, et surtout, il faut, ce qui est compliqué dans l'exercice, c'est vraiment de prioriser et de savoir ce qu'on veut adresser. Il y a un énorme défaut, alors surtout quand on bosse pour les techs, hein, c'est obligatoirement, les techs, ils adorent la tech, ils voudraient, faire de tout, ils voudraient, toutes les dernières technologies, mouf mouf, qui sont disponibles partout. Ça n'empêche pas que, créer, maintenir une telle plateforme, a un coût, c'est pas
simple, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande des compétences, des gens, etc. Et donc, on ne peut pas tout adresser, on ne peut pas non plus aller dans un mode où on offre la liberté d'utiliser n'importe quelle techno, parce que il faut que l'ensemble de la chaîne soit compatible avec la techno, etc. Donc, c'est là où il faut trouver aussi le juste milieu, parce qu'on passe d'un monde où il y a quelques années où effectivement, alors on limitait carrément tout le monde. Non, dans ma boîte X, on fait que du langage truc. Bon, voilà, et point barre, tu fais pas autre chose. Maintenant, effectivement, on offre une plateforme qui permet de faire plus de choses, qui est plus configurable, plus adaptable, etc., en fonction des besoins. Mais c'est pas pour ça qu'on peut non plus se permettre, enfin, la plupart des entreprises, je parle, se permettre d'avoir un support pour 50 millions de langages, 50 millions de technologies, etc. Donc, il y a quand même ce gros besoin, et donc tu le disais, hein, Clément, et même bien avant, mais donc bien comprendre les besoins, les attentes, et puis là où veut aller et a besoin d'aller l'entreprise pour effectivement adapter son catalogue à ce qui vraiment va avoir de la… Et malheureusement, comme tout le temps, hein, c'est de la gestion de priorité. On ne peut jamais tout faire, tout débrayer, oui, fournir beaucoup plus de services et beaucoup plus de choses, mais on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est important de bien avoir cette vision produit pour pas justement, à l'inverse, offrir des choses qui soient décorrélées des besoins, et ou à l'inverse qui ne permettent pas d'implémenter les standardisations que la boîte a besoin. On en parlait tout à l'heure, la sécurité, machin, etc. On ne peut pas laisser certains pans optionnels. Et pour réagir sur ce que tu dis, Arnaud, et puis ce qui a été aussi évoqué par Jérôme un peu plus tôt, c'est qu'en fait, il y a une fausse croyance, enfin, et c'est souvent dû aux démos qu'on fait, qui sont simples, etc. En 5 minutes, c'est là où je rejoins Jérôme, en 5 minutes, on est capable de tous autour de cette table, on est capable de créer un petit déploiement dans Kubernetes, de créer une petite PI qui fait un truc. Mais en fait, dès qu'on veut faire quelque chose qui est prod ready, qui répond aux critères de sécurité, d'observabilité, de fluidité et aux contraintes de l'entreprise, de haute disponibilité par exemple, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et c'est faux aujourd'hui de dire c'est simple de faire du DevOps. Ça demande des compétences, et des compétences qui ne sont pas que techniques, au passage. Hein, DevOps, c'est pas une histoire d'outils, et donc il va falloir amener en fait toute cette chose en même temps, quoi. Voilà. Ok, je vais un petit peu revenir vers Guillaume, parce qu'on va dire toutes les entreprises ont déjà des infras, sont déjà dans le cloud pour la plupart, ou sont multi-cloud, ou sont ce genre de choses. C'est comment tu passes d'un état comme ça, un petit peu DevOps, mais en mode tout le monde fait un peu ce qu'il veut, à vraiment une vision as a service, product, plateforme as product, dans une entreprise qui a déjà des process et une infrastructure en place. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Guillaume? Oui, effectivement, c'est une transition qui est importante et qui demande un certain engagement. Et pour y arriver, je dirais, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique, effectivement, sur la plateforme à monter, où il va falloir finalement pouvoir la bootstrapper, donc la démarrer simplement. Donc, en général, les meilleures approches là-dessus, c'est plutôt d'identifier un processus existant aujourd'hui, qui est assez pénible pour l'entreprise et qui va limiter fortement les déploiements. Et de voir comment on peut mapper ce process qui retarde un petit peu, je dirais, les mises en production sur une nouvelle plateforme, et de construire finalement un MVP autour de ce nouveau process et de le transformer, de l'automatiser au travers de cette plateforme. Ça va amener beaucoup de valeur aux équipes de développement, et ça va amener un cas concret assez personnalisé pour l'entreprise, et effectivement qui répond à un besoin fort. Si vraiment on fait ça et on arrive à faire fonctionner ce cas-là, et derrière on continue à faire croître la plateforme avec un vrai aspect produit, comme on l'a dit, avec une gestion de type lean, où on va essayer de faire des petites itérations assez simples, mais qui amènent de la valeur à chaque fois, et concentré sur les besoins utilisateurs avec ce qu'on appelle le user-centric design, finalement, on fait grossir la plateforme avec de nouveaux besoins à chaque fois. Il y a effectivement les personnes après derrière aussi qui sont importantes. Et il va falloir choisir finalement dans les équipes, je dirais à la fois sur les gens qui vont construire la plateforme, mais aussi sur les utilisateurs,
les bonnes personnes pour commencer et pour initier cette transition. Et là, on va chercher, ça a été déjà dit auparavant, mais on va chercher finalement quelqu'un qui va avoir à la fois une expertise, donc pour aller couvrir un peu tous les domaines d'expertise, mais également une ouverture plus globale sur d'autres compétences. Il nous faut un expert réseau, par exemple, mais qui commence à s'intéresser aussi à ce qui se passe au-dessus de son réseau. Il nous faut un expert sécurité, mais qui commence à comprendre ce que c'est l'automatisation, le shift left, et donc comment je peux monter la sécurité au niveau de mes développements, etc. Et c'est vrai aussi au niveau des développeurs, finalement. Il faut des développeurs qui ont envie de transitionner vers une nouvelle approche plus automatisée, plus self-service, et qui donc vont se sentir investis sur l'utilisation de cette plateforme. Ça, c'est ce qui permet, je dirais, d'initier ce MVP et de s'assurer qu'il va bien fonctionner. Et après, il faut aller vers une généralisation. Et là, il y a un point qui est très important, qui a été déjà mentionné, mais c'est tout ce qui va être évangélisation sur la plateforme et marketing. Il faut qu'on puisse facilement onboarder de nouveaux utilisateurs. Il faut que ces utilisateurs, quand ils sont onboardés, on puisse mesurer leur satisfaction, s'assurer que finalement, c'est mieux qu'avant leur parcours. Et ça, on rentre dans les principes de DevOps. Hein. C'est chaque fois qu'on met en place quelque chose, il faut avoir les outils de mesure derrière, et y compris la user journey du développeur. Et donc, si on est capable de mesurer sa satisfaction et de voir finalement l'amélioration, derrière, en fait, je pense que tous les paramètres sont ouverts, tous les indicateurs sont ouverts pour que la plateforme fasse une croissance d'elle-même et qu'on ait une migration de plus en plus de process de l'ancienne méthode vers la nouvelle méthode et une adoption assez facilitée. Ok, merci. Je vais revenir un petit peu vers toi, Arnaud, juste pour comprendre un peu mieux aussi le rôle d'engineering manager dans cette vision-là par rapport au... Voilà, je te laisse un peu... Le rôle d'engineering manager, il ne va pas être spécialement différent de l'IT en général. Effectivement, il va être responsable du delivery, de la plateforme, il va être responsable de travailler au plus proche du produit pour pouvoir définir comment implémenter les choses, comment organiser les équipes, etc. Je dirais qu'après, une des peut-être plus grosses différences, ça reste que dans ces rôles-là, comme disait Guillaume juste avant, mais on a besoin dans nos équipes d'avoir des profils très variés, très riches, très complémentaires. On ne peut pas avoir des moutons à 5 pattes, c'est pas possible. Tu as personne qui est expert à la fois en bas niveau réseau et va te faire du Node.js Webpack le matin au petit déjeuner. T'en as. Il y a plus de 24 heures dans sa journée aussi. Parce que... et aussi. Donc, c'est là où effectivement, travailler sur ces plateformes-là, moi, je trouve ça génial, c'est que il faut monter des équipes suffisamment hétérogènes et complémentaires pour pouvoir adresser toute la stack, parce que nos clients, effectivement, directs, c'est les développeurs, c'est les équipes de dev de l'entreprise, donc des gens relativement techniques et pointus, mais on a aussi, bien sûr, on travaille au plus proche des SRI, on travaille au plus proche de la data, on travaille sécu, etc. Donc, on a ce besoin de guider des gens qui sont différents dans un objectif commun qui est de fournir ce catalogue de services et de solutions pour l'entreprise. Et donc, c'est ça qui est peut-être un peu plus différent sur de l'engineering manager dans on va dire une feature team qui effectivement va faire du développement et va se concentrer beaucoup sur la partie développement et va utiliser finalement ces services, donc ne verra que la surface de tout ce pôle de services. Là, on a besoin de personnes qui vont être sous le capot de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que donc on va construire une équipe multi-compétences qui va derrière pouvoir gérer tous ces enjeux. Voilà, c'est ça, je pense, la plus grosse différence dans des équipes plateformes versus d'autres activités. Ouais. On a pas mal entendu, hein, Guillaume l'a mentionné, Clément l'a mentionné, Yann aussi. Il y a vraiment, c'est comment on mesure le succès d'une plateforme du style avec un IDP, plateforme as a service. C'est vraiment quel KPI on va utiliser pour évaluer la performance et tout ce qui s'ensuit. On a pas mal échangé, Clément, sur le sujet. Voilà, je te laisse la main sur ce sujet.
Ouais, bah après, c'est des choses qui ont déjà été évoquées, notamment là par Guillaume en piste, bah, avant peut-être même de donner, je sais pas d'ailleurs si je vais donner des noms de KPI qu'on peut utiliser, mais juste pour expliquer recentraliser comme ça un produit plateforme, ça peut être perçu comme une adaptation des principes DevOps, on va dire. Mais je pense pas que ce soit une redéfinition qui est complète. Et en fait, on change un peu la coordination. Et puis on répond mieux aux besoins, aux défis at scale en fait, hein, parce que le principe de la plateforme, c'est quand même de permettre d'avoir d'héberger, on va dire, des communautés de développeurs importantes. Une plateforme avec 3 développeurs, ça n'a pas d'intérêt. C'est intéressant quand on en a des milliers. Et, là, il y a un vrai intérêt à un projet de plateforme. Et donc, ce qu'on va mesurer, effectivement, c'est des volumes comme ça qui sont assez conséquents. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder. Et c'est ce qui va nous permettre de piloter la direction de la plateforme ou différentes choses. L'idée aussi de cette plateforme, c'est d'encourager l'autonomie et la flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le nombre de déploiements, le nombre de nouveaux produits qui sont lancés, le time to market, et ça, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Mais aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que ça plaît? Donc, il y a une sorte de net promoter score. Et ta question, c'était comment évaluer la performance d'une plateforme as a service. Et donc là, je rebondis sur la performance financière aussi. Est-ce qu'on a réussi à faire une économie? On avait un process DevOps qui était très libre avec son outillage, sa façon de déployer de la VM ou du conteneur, quelle que soit la technologie. Est-ce que en basculant sur la plateforme, on a gagné un meilleur niveau d'observabilité? Est-ce qu'on a réduit les coûts? Et ça, voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de regarder, traquer, et c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions et de voir comment les choses évoluent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Quoi dire? Oui, et puis on peut avoir des considérations sur plein de choses. Effectivement, la sécurité, la conformité. Donc ça aussi, il peut y avoir des indicateurs sur ces sujets. On en a parlé au tout début. Et puis voilà, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Donc ça peut faire une flopée d'indicateurs nombreux. Mais ouais. On va redescendre un petit peu juste vraiment côté tech avec toi, Jérôme. Vraiment, si tu peux nous dire un petit peu pourquoi et comment, parce qu'on entend beaucoup parler de Kubernetes, de la containerisation, Docker. Comment tout ça, tous ces outils facilitent la mise en place de cette logique? À mon humble avis, c'est juste une très bonne boîte à outils, qui n'est pas parfaite, hein, certainement, mais c'est peut-être la moins pire qu'on a à notre disposition aujourd'hui, et qui a permis de débloquer, en fait, de rendre possible tout un cas d'utilisation qui, avant, était l'apanage de très grosses entreprises avec des très grosses équipes plateformes. Je me rappelle, on va dire début année 2010, on avait des gens de chez Netflix ou Facebook qui venaient nous parler de leur super plateforme, qui construisaient des AMI automatiquement, et on scale et on fait du heavy deployment, etc. Enfin, du blue-green, c'était génial. Donc, ce n'est pas des concepts qui sont nouveaux, sauf que c'est des boîtes qui avaient des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient dédiées à la construction et à la maintenance de ces plateformes. Alors qu'aujourd'hui, l'exemple qui m'avait fait un peu ouvrir les yeux à l'époque chez Docker, c'est qu'une fois, enfin, les premières journées d'une formation Docker, on peut faire une démo de déploiement blue-green à des gens qui n'avaient jamais touché à des containers avant, et tout le monde comprend comment ça se passe, ce qu'on peut faire avec, etc. Mais ça reste une boîte à outils. Donc, ça ne va pas complètement nous résoudre l'affaire. C'est pour ça qu'on construit des plateformes par-dessus. Mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise pour monter son étagère Ikea quand on a une super perceuse électrique et toute la panoplie qui va avec, plutôt que si on a justement le tournevis et le marteau et on se débrouille. Donc pour moi, en fait, Docker et Kubernetes, c'est ça. Après, en restant conscient que ce n'est pas les seules solutions, ce n'est pas toujours les meilleures, etc. etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me demande d'aller
monter une plateforme, quelle qu'elle soit, et qu'on veut un petit peu de scaling, un petit peu de features comme ça, et de pouvoir déployer en confiance, d'être capable de faire un rollback, je serais beaucoup plus à l'aise avec ces outils-là qu'avec ce qu'on avait avant, en fait. Mais je pense que les choses vont continuer à s'améliorer. Je pense que autant Docker que Kubernetes vont continuer à... Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans l'optimisation marginale que des grands bouleversements révolutionnaires, mais ça va continuer à nous rendre la vie plus simple. Et puis peut-être on aura d'autres outils qui vont arriver dans cette boîte à outils et qui vont peut-être éjecter Docker et ou Kubernetes, mais on n'est pas encore là. Okay. Guillaume, tu avais... Oui, je suis d'accord avec Jérôme. Pour moi, vraiment, Docker et Kubernetes, c'est vu comme une abstraction de l'infrastructure. Donc, ça permet vraiment de ne plus avoir à se préoccuper de la couche en dessous. Ça amène aussi des services, le scaling qu'a mentionné Jérôme. Moi, je mentionnerais plutôt le self-healing aussi, par exemple, qui peut être un service super intéressant et qui permet aux gens qui vont gérer la plateforme tous les jours d'avoir moins de pression, aux gens qui vont déployer leurs applications aussi d'avoir moins de pression. On a à peu près les mêmes types de services, effectivement, côté cloud provider. Et je dirais à la fois les API des cloud providers et les API Kubernetes sont très bas niveau. Donc, quand on a des équipes de dev qui se limitent à une dizaine de personnes et que donc elles sont tous formées sur un ou plusieurs cloud providers, mais qu'elles sont toutes expertes, ça pose pas trop de problème. On peut les utiliser directement et partir là-dessus. C'est pareil sur Kubernetes. Quand on a finalement que 10 personnes qui ont besoin d'apprendre Kubernetes, c'est faisable. Si on doit former 200 développeurs à Kubernetes, c'est pas forcément la bonne approche en fait. Ils n'ont pas envie déjà d'apprendre Kubernetes tous. Et puis après, ça peut faire le business de certains. Je vois Jérôme sourire. J'avais pas pensé à l'analogie. Donc, pour moi, le but de la plateforme, c'est de se servir de ces outillages-là en dessous, que les équipes de la plateforme les maîtrisent et de pouvoir construire par-dessus, en fait. Et donc, d'amener encore un niveau d'abstraction supplémentaire qui soit plus spécifique à l'entreprise. Idéalement, j'aimerais qu'il soit le plus standard possible pour profiter de tous les efforts qui sont faits au niveau communautaire. Donc, par exemple, l'extensibilité amenée par Kubernetes avec les CRD, les contrôleurs, etc., va pouvoir être une base pour pouvoir construire sa plateforme. Et on voit des équipes commencer à le faire. On voit des sociétés aussi ou des projets open source commencer à le faire aussi, de construire finalement au-dessus de Kubernetes des approches de plateforme avec une abstraction plus élevée. Ouais. Et je rajouterais juste un point, c'est le fait aussi de construire vraiment toute cette logique et cette vision sur la partie cube, ça évite aussi beaucoup le vendor locking. Le fait de vraiment, voilà, ça réduit pas mal la pression que peuvent avoir les cloud providers sur certains clients. Le fait de baser sur du cube vous permet de déployer beaucoup plus facilement, même si c'est pas magique, hein, voilà. Il y a un besoin d'orchestration, mais on est loqué sur du cube du coup. Mais effectivement, on n'est pas loqué sur le cloud provider, mais on sera loqué sur quand même une technologie. Voilà. C'est ça, en fait. Ça apporte beaucoup de choses. Donc, il faut savoir finalement où on va faire son investissement et quelle est je dirais la dette technique, parce qu'à partir du moment où finalement on a commencé à coder sa propre plateforme, on commence à avoir de la dette technique. Il faut savoir maîtriser finalement ces prérequis que l'on a et savoir si on va pouvoir les réutiliser facilement et si ça correspond bien au scénario de l'entreprise. Et ce vendor locking, pour moi, il est intéressant. Je suis d'accord avec ça parce que c'est souvent un point qui est négligé dans les approches. Il y a forcément du vendor locking à un moment donné. Voilà, on ne peut pas y échapper. Mais par contre, on n'en a pas conscience et c'est le problème de ne pas en avoir conscience. Et pour moi, la première chose à faire là-dedans, c'est d'identifier là où potentiellement on a du vendor locking, identifier qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise et surtout une exit stratégie qui permet de dire, OK, je sais ce que ça me coûterait le jour où je décide d'en sortir et je suis OK avec ça. Et c'est ça qui est important. Et dans cet aspect de plateforme, en fait, c'est un rôle aussi de la plateforme, je pense qu'on n'évoque pas souvent, mais tu fais bien de l'amener, Vincent, qui est négligé aussi là-dessus, quoi. Et moi, je le généraliserai de façon plus large, c'est qu'il faut savoir le faire effectivement au niveau vendeur,
pour la partie commerciale qui va derrière, mais aussi au niveau de technologie, en fait. C'est à un moment donné, finalement, si j'ai besoin d'enlever cette brique technologie et de la remplacer, quel sera l'impact sur ma plateforme? On parlait de CI/CD, par exemple. Si demain, je dois changer de chaîne CI/CD pour une raison X ou Y, quel est l'impact finalement sur ma plateforme et quel est l'impact sur mes développeurs? Est-ce que j'ai vraiment tout à réécrire ou finalement j'ai amené une couche d'abstraction au-dessus de ma chaîne CI/CD qui fait que le fichier qui est paramétré par mes développeurs pour configurer la CI, il est réutilisable et transposable ailleurs. Je vais revenir un peu vers toi, Jérôme, sur la partie sécurisée. En quoi vraiment cette approche plateforme as product, même si j'ai une petite idée, mais en quoi cette approche vraiment réduit ou fait de l'improve sur la partie sécurité? À mon humble avis, ça peut être. Ouais, de manière globale, ouais. Oui, effectivement, que ce soit Kubernetes ou du PaaS ou etc. À mon humble avis, déjà, on se donne un cadre beaucoup plus précis. Pour caricaturer un petit peu, si mon déploiement, c'est que je copie les fichiers en route sur les serveurs, j'ai évidemment pas le même niveau de sécurité que si je suis en train de pusher dans une repo qui a des images qui sont construites, qui sont scannées, qui sont déployées, etc. etc. Donc, ça permet de donner un cadre. Et ce cadre, il va permettre deux choses. D'une part, à chaque étape en fait, des opérations, essayer d'utiliser le minimum de permissions possible, enfin, mettre en jeu toutes les bonnes pratiques en termes de sécurité pour que, oui, voilà, par exemple, quand je vais construire mes images, c'est pas quelque chose qui se fait sur mes serveurs de prod ou avec des droits trop élevés, ou etc. C'est quelque chose qui peut être bien isolé, bordé à part. Donc déjà, il y a cette première chose. Comme on a bien défini dans notre plateforme, notre pipeline avec nos différentes étapes, à chaque fois, on peut renforcer la sécurité de chacune de ces étapes pour avoir une espèce de blob là où il se passe, il y a un deploy.sh et puis bonne chance. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on a toutes ces différentes étapes qui s'enchaînent, on va avoir beaucoup plus de, comment appeler ça, un petit peu comme vous savez, sur un circuit électronique, là, les points sur lesquels on peut les mettre notre multimètre pour aller voir ce qui se passe. Donc d'une part, pour aller mesurer, observer, entre autres au niveau sécurité avec par exemple le scan des images ou bien l'observation des flux réseau qui rentrent, qui sortent, que ce soit au moment du build, que ce soit au moment de l'exécution, des choses comme ça. Et puis la possibilité justement de rajouter des étapes. Je vais encore une fois citer le scan des images parce que c'est vraiment une chose qui est assez facile à appréhender. Je me rappelle par exemple, il y a presque 10 ans que ça, quand on a les premiers blog posts qui sont sortis en mode un petit peu putaclic en disant oui, on a découvert qu'il y avait 90% des images de Docker Hub qui avaient des problèmes de vulnérabilité. Quel scandale, ça va pas du tout. Moi, je dis non, mais c'est génial. Au moins, on a un chiffre. Parce que c'est quoi le pourcentage d'AMI chez AWS, par exemple, qui a des problèmes de sécurité? On ne sait pas. Parce que c'est impossible de les scanner. C'est impossible d'avoir ce chiffre. Alors qu'au moins, avec des images de containers, on peut. Au moins, on peut aller sur une plateforme de prod avec des containers, que ce soit du Docker, du Kubernetes, du Swarm, du Mesos, etc. On peut aller sur cette plateforme. Et même, encore mieux que ça, sans aller sur la plateforme, sans avoir accès à la production, on va pouvoir scanner ces images, voir ce qu'il y a dedans et essayer à partir de là, d'aller renforcer un petit peu la sécurité. Bon, attention, là, j'ai beaucoup utilisé le scan des images comme exemple, mais c'est pas le dernier mot en termes de sécurité. Il y a notamment, pour juste faire un petit name dropping technique, il y a une super présentation là, à la dernière KubeCon de Ian Coldwater et Saclic qui parle justement de malicious compliance. Donc, comment je fais quand il y a mon scanner de vulnérabilité qui me dit tu as 87 vulnérabilités critiques dans ton image, donc tu ne peux pas aller en prod. Comment on fait pour faire disparaître ces vulnérabilités? Et donc, les quatre complices qui sont sur scène montrent comment aller faire des écrans de fumée pour que justement les scanners d'images n'y voient du feu et que ça vous dise c'est bon, il n'y a plus de vulnérabilité alors qu'on n'a rien changé du tout. Donc voilà, c'est pour mettre un petit peu de l'eau des deux côtés du moulin. Mais je pense que les plateformes, ça nous permet d'adopter un procédé où nos différentes étapes sont mieux isolées, mieux sécurisées, et comme je disais, de rajouter des points de contrôle tout le long de la chaîne pour renforcer cette sécurité. Et puis, il y a aussi quelque chose que je veux rajouter, je ne crois pas que tu en as fait mention, mais
c'est aussi la partie, d'un point de vue architecte, c'est l'architecture as a service. Je veux déployer tel type d'architecture. OK. Je crée juste ou je fournis tel niveau d'abstraction à mes développeurs. Et tout ce qu'ils n'ont pas besoin de connaître ou ils n'ont pas droit de modifier, voilà, je veux déployer une application 3 tiers. Voilà, tu la déploies comme ça parce que l'équipe plateforme a décidé. Ou je veux créer des clusters cubes, je t'autorise à déployer, je te fournis. C'est très facile de déployer avec notre outil, mais nous, en tout cas, l'équipe plateforme est en capacité de prouver la sécurité à scale de voilà, tous les produits déployés. Donc, je voulais juste rajouter cette partie-là. Et je vais juste me tourner vers Yann. Là, on a parlé de sécurité, donc on a un petit peu recentralisé, recadré qu'est-ce qu'on pouvait fournir, tout en essayant de garder une agilité. Si on prend maintenant un petit peu le point de vue FinOps, en quoi ou comment cette approche FinOps et qu'est-ce que ça peut améliorer quand on a une approche comme ça, Platform as Product? Ouais. Tu as raison, on a commencé à mutualiser, à centraliser beaucoup de choses et en fait, ça matche aussi très bien, le besoin de gérer les coûts des plateformes, quoi. Surtout quand on parle de plateforme cloud, en fait, ça amène, une manière de faire, des compétences aussi supplémentaires sur comment on va gérer, les coûts du cloud. Et alors, juste, je vais prendre un tout petit peu de temps pour décrire quelques-unes des choses qu'on peut faire dans cette, gestion des clouds. Parce que nous, côté Socube, on voit un certain nombre de clients qui démarrent, créer une plateforme cloud, mais à aucun moment ils vont s'intéresser, pour démarrer à la manière de gérer les coûts dans le cloud. Et c'est au moment où on commence à voir que il y a un débordement de dollars qui s'affiche, en fait, on commence à se dire oh là, est-ce que le cloud c'est bien? Il y a même eu, j'ai même eu des cas où des gens ont décidé de faire marche arrière. Juste à cause de la gestion des coûts. Et quand on parle de gestion des coûts, en fait, ça amène des nouvelles compétences. On va parler d'allocation des coûts, on va parler de tagging et de labeling des ressources. On va regarder comment on répartit les coûts partagés. Quand je parle de coûts partagés, c'est les ressources qui sont communément utilisées, type réseau, type storage, type Kubernetes. Comment on va faire de la gestion des anomalies quand on a des pics qui tout d'un coup, on va avoir un pic de sortie de données qui va provoquer beaucoup d'euros supplémentaires sur la facture finale. Comment on fait de la prévision et du forecasting là-dessus. Les cloud providers nous fournissent tout un tas de fonctionnalités ou d'aides pour optimiser tout ça. On va parler, par exemple, de commitment-based discount, on va parler de réservation d'instance pour s'engager sur la durée. On va parler aussi de préemptive instance, voilà, de choses comme ça. Et la première des choses qu'on va essayer de faire aussi, de la même manière qu'on va le faire avec ce que disait Jérôme sur la sécurité, c'est d'amener de la visibilité. Finalement, on va appliquer les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, côté cost management, on va faire du showback. On va montrer à nos utilisateurs, voilà, quels sont les coûts de ce qu'on utilise. Et on va aller après jusqu'au plus loin, faire du chargeback au niveau des coûts. Donc le but de tout ça, encore une fois, c'est d'autonomiser les équipes, pas simplement sur la technologie, mais aussi sur les coûts, de savoir comment ils peuvent gérer leurs propres coûts du produit qu'ils déploient dans la plateforme. Donc on va centraliser toute cette connaissance aussi au niveau d'une équipe plateforme. On va créer une culture dite FinOps, mais finalement, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, mais ça amène des compétences supplémentaires. Et puis, on va appliquer les mêmes démarches que le DevOps, le Platform Engineering sur une forte collaboration entre les équipes. Hein, voilà, on ne va pas parler que des devs et des ops, mais on va parler ici, dans ce cas-là, de la finance, du procurement, de l'exécutive, des business, des product owners, etc. quoi. Donc, on va inclure tout le monde dans cette démarche-là.
Et on va vraiment responsabiliser, autonomiser l'usage du cloud au sein des différentes équipes. Donc voilà, ça va être une expertise vraiment qui va se construire par niveau de maturité, avec un changement qui va s'opérer bien sûr dans le temps. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale pour en tirer tous les bénéfices. Et le plateforme, je considère que le platform engineering, tel qu'on l'évoque aujourd'hui, vraiment est un endroit idéal pour mettre en place ce type de principe d'optimisation des coûts qu'on appelle FinOps, mais voilà, qui correspond vraiment à une démarche qui est concrète et avec un ensemble d'outils qui viennent avec. Il y a des Cost Explorers dans tous les cloud providers qui sont là et qui nous permettent de prendre en main ces dimensions-là. Donc, c'est encore une fois des nouveaux outils, des nouvelles compétences que la plateforme va nous aider à prendre en main. Ok. Je vais revenir vers toi, Jérôme, pour une petite question. Il est souvent avancé que toutes les technologies, Docker, Kubernetes, les conteneurs en général, pourraient devenir invisibles un peu comme tous les hyperviseurs qu'on a pu connaître et qu'on connaît toujours, Xen, KVM et compagnie. Mais certains argumentent que ces technologies, contrairement aux hyperviseurs, ne deviendront jamais des commodités en raison de leur spécificité à chaque fois sur toutes les solutions IaaS et PaaS disponibles. Est-ce que selon toi, il y aura toujours besoin d'équipes plateformes dédiées avec des connaissances approfondies de la containerisation et de Kube dans les grandes organisations ou dans des organisations qui ont des besoins vraiment très spécifiques? Est-ce que ça deviendra moins pertinente au fur et à mesure que ces technologies vont évoluer et vont devenir plus abstraites, qui est pour moi un risque, on a un peu trop d'abstraction. Et juste une question supplémentaire, est-ce que toute cette vision plateforme as a product, platform engineering et ce genre de choses, cette recentralisation des connaissances un petit peu et d'expertise dans certaines équipes, est-ce qu'il y a une taille critique d'entreprise, une typologie d'entreprise où cette approche s'applique la plus efficacement et dans certaines où il n'y a aucun sens de le faire? D'accord. Alors, première chose, en termes de commoditisation, par exemple, on voit bien qu'avec la partie desktop, donc je vais faire très bref là-dessus parce qu'on n'est plus dans la plateforme, mais quand on regarde Docker Desktop, avec maintenant tous les concurrents comme Rancher Desktop, Podman Desktop, et puis comment il s'appelle, Orba ou un truc comme ça, il y a plein de produits qui arrivent là-dessus, et on voit que mes anciens collègues de chez Docker redoublent d'efforts pour essayer d'apporter de la valeur au-dessus avec des plugins de toutes sortes pour bien intégrer le développement, le travail dans les containers avec les produits. Donc là, il y a un petit phénomène de commoditisation qui se passe. Ça ne fait pas disparaître le produit du tout, c'est juste qu'il y a des alternatives qui vont être quasiment blanc bonnet et bonnet blanc. Donc il faut quand même se démarquer un petit peu, première chose. Ensuite, côté Kubernetes, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on n'a pas vraiment d'implémentation alternative de Kubernetes. On a plein de distributions Kubernetes, on a des petites variantes, des choses comme ça, mais à ce jour, il n'y a personne qui est arrivé en mode bonjour, j'ai un truc là qui est, c'est pas du tout Kubernetes, mais c'est 100% Kubernetes compatible et vous allez pouvoir remplacer vos trucs avec. Je dis n'importe quoi, on a tout réécrit en Rust avec une base de données à consensus, machin. Bon, pour l'instant, on n'est pas là du tout. Ensuite, deuxième partie, est-ce qu'on va toujours avoir besoin d'équipes qui vont comprendre Docker et Kubernetes? Aujourd'hui, à mon humble avis, oui. Je dis bien aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout ce que l'avenir va nous réserver d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Peut-être qu'avec les efforts extraordinaires qui sont développés par tout le monde, que ce soit chez Google Cloud avec Autopilot ou que ce soit tous les autres acteurs de ce secteur-là qui essayent de rendre Kubernetes plus facile, on va peut-être arriver à un stade où effectivement on aura moins besoin de savoir l'opérer, comment ça marche, etc. Mais alors pour être brutal, on en est très loin. On est à je dirais peut-être pas 10 ans, mais enfin facilement 5 ans, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, quand on installe un cluster Kubernetes chez quasiment n'importe quel acteur du marché, le cluster, il n'est pas du tout prod ready. Il va manquer très souvent des logs, des backups, de l'observabilité, etc. Chaque provider va apporter la sécurité, exactement. La dernière fois que j'avais regardé chez AWS, par exemple, quand on déploie, il n'y a pas de network policies. Ça doit être quasiment un des seuls qui n'a pas ça.
Donc, il faut rajouter tout un tas de choses. Donc, de toute façon, il faut avoir quelqu'un, que ce soit en interne dans l'équipe ou des consultants en externe ou quoi, mais il faut quelqu'un qui arrive et qui va transformer ce Kubernetes en quelque chose de plus prod-ready. Un petit peu comme quand je crée une VM ou même que j'achète un serveur, hein, c'est pas prod-ready parce qu'il faut développer les métriques, les backups, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on est un petit peu à ce stade-là côté Kubernetes. Mais par contre, je ne serais absolument pas surpris que tous les gros acteurs du secteur soient en train de travailler là-dessus pour que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, on soit dans quelque chose de, comment dire, quand on va parler de Kubernetes Manager, on sera beaucoup plus d'un Kubernetes Manager dans le même sens qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple d'un serveur infogéré, justement. Quand on parle d'un serveur infogéré, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout le sale boulot de maintenir, etc. Donc, pareil, côté Kubernetes, aujourd'hui, ça manque un peu. Donc, il faut avoir ces compétences. Est-ce qu'elles vont devenir moins pertinentes, moins intuition, mais qui vaut absolument ce qu'elle vaut, et je ne suis pas Nostradamus, c'est qu'il y a peut-être la proportion, la taille des équipes nécessaires pour maintenir les clusters Kubernetes, par exemple, pour ne parler que de ça. Peut-être que cette proportion va diminuer, la taille de ces équipes va diminuer, parce que les cloud providers vont faire de plus en plus, on va avoir de plus en plus d'outils open source ou commerciaux, mais abordables, etc., qui permettront de gérer tout ça. Rien qu'entre il y a 5 ans et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on peut installer un Kubernetes Prometheus Grafana stack, genre on copie-colle une ligne et on se retrouve avec une stack d'observabilité, bon, qui n'est pas parfaite du tout, hein, mais qui nous donne déjà une belle visibilité en termes de consommation des ressources, etc., etc. C'est énorme par rapport à ce qu'on avait il y a 5 ans. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, évidemment. Et enfin, est-ce qu'il y a une taille critique ou une typologie d'entreprise pour adopter une philosophie plateforme? Je mets des gros guillemets parce que j'aime pas parler la philosophie machin, parce que souvent c'est une bonne excuse pour pas bien définir les choses et dire ah mais c'est pas la philosophie unique, c'est ça. Oui. À mon avis, il y a une espèce d'état d'esprit quand même, et avis très personnel, et on peut très bien tomber pas d'accord. Je pense que même pour des toutes petites structures, hein, même à la limite, moi travaillant tout seul, je peux déjà adopter une démarche plateforme, dans le sens où quand je vais déployer mon code, peut-être que je suis en SSH sur mes VM, ou peut-être que je push mon code et puis ensuite j'ai un truc qui build et qui lance des containers, et puis mon déploiement, c'est à chaque fois j'appuie sur un bouton déploy et il se passe des choses. Et après, peut-être que ça, je l'enrichis plus ou moins. Le jour où on est plusieurs à collaborer, allez, on va dire, ça suffit de faire des AirSync depuis mon poste de travail. Là, maintenant, on passe par le dépôt Git. Bon, et puis, en fait, on va même carrément builder les images avec GitHub Actions ou je sais pas quoi. Et au fur et à mesure, on peut rester dans cette approche plateforme et construire notre plateforme de manière ad hoc au fur et à mesure que nos besoins émergent. Évidemment, c'est pas du tout la même démarche que si j'étais Doctolib avec je sais pas combien de centaines de milliers d'ingés en train de fabriquer du code, et là on va pas y aller à l'improviste comme ça au fur et à mesure, on va essayer d'anticiper les besoins et de construire. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de taille critique ni de typologie. Taille critique, très sincèrement, hein, ça peut commencer à 1. Il y a des gens qui vont travailler tout seuls ou toutes seules et qui vont déjà avoir des approches qui feraient rougir certains gros acteurs parce que c'est tout carré, etc. Et quand on voit les repos, les workflows de CI/CD, on fait respect. Et puis en termes de typologie d'entreprise, là je vais botter en touche parce que j'ai pas d'avis fort. Mon intuition, c'est non, tout le monde peut adopter cette approche plateforme. Le seul scénario que je verrais où ça ne marcherait pas, ça serait une espèce de truc caricatural où j'ai 42 ingénieurs qui ont tous et toutes des opinions très fortes sur la manière dont ça doit marcher, et du coup personne n'arrive à tomber d'accord sur la manière de déployer. Mais c'est une caricature, donc je ne sais pas si ça... Voilà. Moi, je rejoins complètement ce que tu dis, Jérôme, là-dessus. Je considère que cette approche plateforme, en fait, on peut l'avoir très tôt.
Bien sûr, elle ne va pas répondre à tous les besoins tout de suite. Et quand on est une petite équipe, on fait ce qu'on peut. Peut-être qu'on ne va pas avoir une notion, parce que quand on parle d'IDP, Internal Developer Platform, souvent on parle d'un portail avec un catalogue de services qui va servir à une chose. Peut-être que ça, dans un premier temps, il n'y a pas toute cette partie-là et ce n'est pas grave. Mais c'est plutôt de se dire, OK, je me mets dans une démarche qui va plus tard peut-être s'aligner là-dedans. Et donc, on peut se mettre dans cette démarche-là au plus tôt et puis faire en sorte que quand ça va grossir, il ne va pas falloir tout refaire, quoi. Moi, Ouais, je dirais harmoniser les activités dès le début, orchestrer les interactions dès le début, et les plateformes, c'est un bon moyen de le faire, puisque c'est vrai que si on le fait au dernier moment, c'est une transformation, ça devient une transformation. c'est vrai. C'est plus difficile. J'ai une dernière question, parce que là, on arrive un petit peu sur la fin de cette Vincent, échange. il y a des questions aussi dans le chat, si jamais. Ah oui. Oui, ok. Alors, je pose juste une petite dernière question que j'aime bien. Là, on a parlé de pas mal de choses, organisation de technologie. J'aimerais juste regarder un petit peu les nouvelles tendances. On voit pas mal de nouveaux projets arriver, qui arrivent pas mal fort, ou en tout cas de nouvelles approches un peu plus orientées GitOps, avec du Spacelift, l'Argo CD, avec du Crossplane, avec du Kratix, avec des portails comme Backstage ou Portaio, ce genre de choses. Comment on fait son choix un petit peu dans tout ça? Je sais qu'avec Guillaume, on a pas mal échangé sur la partie SI Kratix, Crossplane, avec Yann aussi. Donc là, c'est un petit peu libre. C'est celui qui veut prendre la main, n'hésitez pas. De notre côté, c'est clair que c'est des questions. Enfin, ça demande de la veille techno, comme toute activité, comme c'est quand même quelque chose qui évolue beaucoup. On retrouve après toujours les acteurs historiques. C'est toujours ça. Enfin, le platform engineering et les IDP, ça reste dans la continuité de ce qu'on fait historiquement. Hein. On parlait des forges logicielles il y a très longtemps. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on va vers du as a service avec des nouveaux acteurs qui effectivement prennent la main sur des spécificités. On a beaucoup de services maintenant qui vont permettre d'offrir de la valeur ajoutée sur toute la chaîne, depuis le code jusqu'au delivery, et avec toutes les parties transverses. C'est compliqué de tout tester, de tout savoir. Donc effectivement, il y a beaucoup, en travaillant avec sur les réseaux, je sais qu'il y a pas mal de réseaux qui ont lieu pour discuter un peu des outils, etc. Backstage, par exemple, a énormément le vent en poupe en ce moment. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Ce qu'il faut, c'est toujours, comme d'habitude, c'est de choisir au bon moment l'outil à adopter. Il n'y a jamais de solution parfaite de toute façon. Hein. Enfin, il y aura toujours des pour et des contre de chaque outil. Maintenant, il faut réussir à choisir celui qui nous convient le mieux avec les moyens qu'on a. Parce qu'il ne faut pas oublier que il va falloir faire vivre. C'est surtout ça un peu ce qui est compliqué, c'est toujours essayer d'aller, de choisir l'outil qui va nous convenir sans que ça soit une fuite en avant. Parce que il y en aura toujours des nouveaux outils, il y aura toujours donc il faut aussi choisir le bon investissement. Aujourd'hui, effectivement, partir sur du Docker, le risque est quand même relativement limité. Partir sur Kubernetes, le risque est quand même un peu limité. Il y a peut-être d'autres choses qui, par contre, c'est plus risqué. C'est justement ça qu'il va falloir voir en fonction, comme on disait tout à l'heure, du risque qu'on veut assumer et de la vitesse qu'on veut aller. Ça dépend de l'entreprise et de ce qu'elle peut aussi se permettre, hein, puisque après, ça dépend des contextes. Hein, comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas gérer de la même manière l'infrastructure et les contraintes d'infrastructure d'un Doctolib versus une startup qui ferait, je sais pas, un jeu en ligne, voilà, par exemple, et sans dénigrer. C'est juste que c'est des contextes complètement différents avec des contraintes complètement différentes. Il faut adapter les outils. Donc, mais voilà, pas simple effectivement de choisir sur tous ces outils quand on voit l'évolution. C'est quelque chose qui est quand même, voilà, on est aujourd'hui pas en haut, on n'a pas atteint pour moi en haut le haut de la HIP, et donc on va continuer à avoir beaucoup d'outils qui vont émerger et continuer de répondre à des besoins.
Vas-y. Ouais. Non, vas-y, Vas-y. Clément. Ouais, non, dans ta question, j'entends quelque chose de quelles sont les futures technologies et qu'est-ce qui arrive. Alors, il y a plein de choses qui sont très excitantes et dans une implémentation autour d'une plateforme, ça peut amener des choses. Je vais faire le futurologue, je vais faire un peu Irma, mais il y a des choses qui peuvent nous exciter. Je pense que vous avez tous été un peu développeurs, donc on parle du lazy développeur, on est assez feignant, on aime bien que les choses se passent bien, donc ça se passe bien. Moi, je vois deux, trois choses qui peuvent être très excitantes si ça arrive dans les plateformes. Première chose, c'est toute cette innovation là avec les modèles et toute l'intelligence artificielle qui nous tombe dessus. Ça peut amener plein de choses dans nos plateformes. Et je pense que voilà, tout le monde a conscience de ça. Alors, la première chose, je vois, c'est tout ce qui est hyper-automatisation. Toute cette phase de build, construire, provisionner les environnements pour les applications. En fait, on peut donner un ordre et on va aller même construire du spécifique avec les prérequis, le bon niveau de disaster recovery et ce genre de choses. Et on va pouvoir aller plus vite dans la construction de ces éléments. Et puis, on peut aussi avoir, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était ces notions de self-healing. Donc, avoir un opérateur d'intelligence artificielle qui va rapidement comprendre ce qui se passe. On va pouvoir être sur des SLO qui sont beaucoup plus que 5.9 et avoir une correction immédiate et donc une prod toujours disponible et fiable. Et voilà. Et ce genre de briques technologiques, si elles arrivent et qu'elles s'incorporent aux plateformes publiques et ou aux plateformes internes d'organisation, ça sera une grande avancée. Mais c'est pareil, c'est du rêve. Jérôme dit dans 5 ans pour certains trucs. Moi, je ne sais pas si c'est pour tout de suite, mais voilà, des choses qui pourraient arriver. Ça marche. Yann, tu avais vu des questions dans le chat, c'est ça? Oui, après, ça a été répondu en partie. Il y avait une question sur, pour compléter les compétences internes, comment envisagez-vous de recourir à un PaaS externalisé sur un cloud public et aller vers plus d'hybridation d'infra? Voilà, je sais pas si... Tu veux répondre, Clément? Ou je prends. Vas-y, prends. Enfin, nous, de toute façon, on est déjà sur un cloud public, c'est connu pour Doctolib. Vous trouverez des tonnes de sessions, de présentations sur la boring architecture de Doctolib. Et donc, on n'est pas effectivement chez Google, désolé. Guillaume, mais on est chez AWS aujourd'hui. Ça pourrait changer, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver toujours le juste milieu en fonction de ce qu'on a besoin. Self-hosté, gérer automatiquement et gérer manuellement son infra a ses contraintes, c'est pas quelque chose de simple. Les cloud providers permettent d'aller plus vite et justement d'avoir une capacité, et puis une standardisation, c'est toujours la même chose, hein, mais quand vous dites et quand vous cherchez à recruter des gens et que vous êtes sur AWS ou Google, parce que moi j'ai utilisé beaucoup Google aussi dans le passé, voilà, vous trouvez facilement des gens qui sont déjà compétents et tout. Quand vous êtes sur des technos plus spécifiques, moins connus, c'est pas la même chose. Donc, et je pense qu'il faut trouver toujours le juste milieu en fonction des besoins personnels, des besoins de l'entreprise, et puis toutes les contraintes légales et autres, sécurité, etc., pour choisir le bon acteur. Mais clairement, aujourd'hui, voilà, on a le choix. Ce qui est bien, c'est qu'on a le choix entre tous les acteurs, que ce soit les 3 gros. Et il ne faut pas oublier tous les autres à côté. On a les OVH en France, on a les Clever Cloud, on a tout ça. Il y a du choix. Il y a du choix pour gérer son environnement en fonction de ses besoins. Ok, super. Merci. Une autre question, c'était, puisque l'on parle de métriques DevOps, si vous n'aviez droit qu'à un seul indicateur pour mesurer la perf d'une plateforme, ça serait quoi le plus important pour vous? Satisfaction utilisateur, dev, les métriques DORA, le time to market, le lead time, le SLA des infras? Le piège. Le piège. Je dirais que pour la plateforme elle-même, je dirais que ça reste le NPS quand même. Parce que une plateforme qui ne répond pas aux besoins et une plateforme qui n'est pas adaptée à ses utilisateurs, c'est une plateforme qui ne sert à rien ou qui coûte machin.
C'est sûr qu'on ne peut pas occulter les autres, hein. Si on fait une plateforme, il faut que ça soit ça permet d'optimiser les coûts, ça permet d'optimiser la chaîne de livraison, les Dora Metrics, bref, etc. Mais avant tout, il faut qu'elle soit utilisée et utilisable par ses clients qui sont les développeurs internes de l'entreprise. Donc, je dirais que le NPS reste quelque chose. Ouais, et Arnaud, je dirais même que c'est peut-être ce qui différencie juste la pure approche DevOps de l'approche platform engineering, quoi. Et que dans l'approche DevOps, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les métriques Dora, avec voilà, le time to market, le nombre de fois qu'on peut livrer, le time to restore, etc. C'est vrai qu'on n'a pas pris en compte trop le NPS justement des utilisateurs là-dessus. Et c'est vraiment là où la plateforme, où là on va commencer à s'intéresser de beaucoup plus près à notre besoin utilisateur. Et cette métrique-là, je la considère effectivement extrêmement importante. Ça prend en compte la dimension humaine, ce qui n'était pas forcément le cas du DevOps, qui était là pour améliorer, enfin accélérer les temps de développement, donner de l'autonomie. Et donc, Voilà. effectivement, c'est la bonne mesure. Et puis, cette mesure, elle reflète plein de choses, de la qualité, de l'usage. Donc, en fait, c'est un agrégat, c'est le ressenti. Et là, une plateforme, elle est au centre de 3 axes qui vont être l'humain, la technologie et le business. Et donc, bah oui, la meilleure façon de le mesurer, effectivement, c'est probablement ça. J'aurais pas eu la bonne réponse, mais tu nous as tous alignés, Arnaud. Tout bon, Vincent. Tout est bon? Ok. Ben, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer cet échange. Non. Non? Bah, pour conclure, ouais, je dirais c'est toujours une histoire d'équilibre entre centralisation, dispersion, convergence, divergence, standard, non standard. C'est un peu, voilà, on a parlé un peu de tout ça finalement. Et voilà. Et puis cette notion de liberté, autonomie versus contrôle aussi, qui est voilà, c'est des choses qu'on a évoquées. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'une plateforme parce que en fait, on pourrait penser que il y a beaucoup de contrôle, donc en termes de risque, il y a une perte de contrôle technique, une dépendance, un verrouillage, une difficulté à déboguer, optimiser. Mais en fait, ça apporte beaucoup de choses et des technologies, on en a parlé, on l'a cité plein de fois, mais comme Docker, ben en fait, vous pouvez quand même déployer l'application que vous voulez dessus en choisissant l'image que vous voulez. Donc en fait, on offre des capacités aux développeurs de déployer un truc en Haskell, en OCaml, en Clojure, en ce qu'ils veulent. Et voilà, pour un besoin très spécifique de performance, voilà, du Rust, du Crystal, ce que vous voulez. Et en fait, c'est une grosse force. Donc, cette plateforme, elle peut apporter beaucoup de choses aussi, et beaucoup de liberté. Ouais. Ouais, et je dirais que c'est une évolution. Voilà, c'est pas un changement majeur. C'est vraiment, on est dans le cadre d'une évolution de ce qu'on a construit au niveau DevOps. Ça s'inscrit dans la continuité. On a vu beaucoup d'articles, DevOps est mort, vive le platform engineering. J'ai trouvé ça vraiment. C'est pour Voilà, la pub, ça. c'est ça, c'est très aguicheur. Voilà, on est vraiment plutôt dans une continuité. Le but vraiment, c'est vraiment d'essayer d'implémenter une vision plateforme as a product sur comment vous allez construire vos besoins business. Voilà. Et ce que tu dis, c'est exact, hein, et autant DevOps, quand c'est apparu il y a 15 ans, je ne sais plus, déjà on le soulignait que ça n'était pas une question d'outillage, mais surtout une question d'organisation, une question de personnes, de méthodo, etc. Et on reste dans cette lignée-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on se sépare du débat qui, effectivement, DevOps, c'était vraiment focusé sur la partie du code vers la prod pour essayer d'élargir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure, mais on disait les dev, QS, sec, ops, et j'en oublie plein dans la liste. Mais en fait, c'est juste ça, c'est qu'on en a marre de rajouter des morceaux dans le dev machin jusqu'à ops. Et donc, on appelle ça platform engineering pour se dire, bah, en fait, voilà, on essaye d'adresser un maximum de services et de compétences d'une manière centralisée. On continue dans cette logique-là en se disant, bah voilà, on offre quelque chose de global
pour l'entreprise dans laquelle on fournit ces services-là, et on est dans une démarche où on va aider les autres, on va leur fournir la méthode et les outils qui vont bien derrière, et chacun adapte en fonction de ses besoins pour avoir ce as a service du dev jusqu'à la prod, en passant par tous les intermédiaires, la FinOps comme tu en parlais tout à l'heure, etc., etc. Donc c'est vraiment une ouverture de ce qui existe déjà, effectivement, qu'on fait depuis des années. Et je dirais go, allez-y, franchissez le pas, parce qu'il n'y a justement pas de solution universelle, donc il y a tout à faire de nos jours encore. Et du coup, c'est hyper excitant comme sujet. Et ça, c'est ouais. Et peut-être pour rajouter, pour les devs qui ont peur justement d'être enfermés, les plateformes, elles peuvent aussi être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'au sein d'une même entreprise, on peut avoir aussi des équipes qui vont pouvoir descendre plus ou moins bas dans l'abstraction pour justement retrouver des approches qu'elles avaient l'habitude d'utiliser. Et si on a une équipe de dev, par exemple, je prends un exemple assez basique, mais si on a une équipe de dev qui est compétente Kubernetes, pourquoi pas leur donner accès à un niveau jusqu'au Kubernetes dans la plateforme, c'est tout à fait possible, alors que d'autres équipes qui voudraient pas avoir cette responsabilité-là ou qui n'ont pas ces connaissances-là pourraient avoir un niveau d'abstraction supplémentaire. Et ça peut être partagé sur la même plateforme pour autant. C'est juste deux user stories différentes. Ouais. Non, et on se rend compte pas pour rien, c'est un élément moteur de l'évolution technologique actuelle. Hein. Je pense que c'est quand même un gros sujet de l'année et des années à venir, donc faut continuer à travailler les sujets. Je vous propose qu'on arrête là, il est 14h. Voilà, on est dans les temps, c'est parfait. Merci pour l'organisation. Merci tout le monde. C'était avec plaisir. Du coup, Yann, tout ça, mettra la vidéo en ligne et un record de nos échanges. Et encore merci pour votre présence et bon week-end à tous. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.